Alors, en attendant, moi, ça m'intéresse de savoir un petit peu d'où vous venez, qui vous êtes, ce que vous attendez de ce webinaire aussi. Euh, on a une soixantaine d'inscrits, tout le monde participe pas toujours. Mais disons qu'on a un public relativement restreint qui nous permet d'adapter aussi le discours en fonction de qui vous êtes. Donc, prenons le luxe de comprendre un petit peu ce que vous venez chercher, ce qui vous intéresse aussi dans le webinaire, qu'on puisse adapter à vos besoins, à vos envies. Ah, salut Laura, ça va? Bonjour. Magnifique. Désolée, j'ai eu un problème d'accès. Pas de souci. J'ai aussi Zoom, c'est toujours un challenge pour arriver à ce que ça fonctionne du premier coup. Euh, Écoute, super de t'avoir. Du coup, je disais, si les participants veulent nous partager leurs attentes, je pense qu'on est preneur. Par écrit et un chat, n'hésitez pas. Là, tu vas bien? Ça va et toi? Super, super. Je pense qu'on va pouvoir de toute façon démarrer. L'objectif, effectivement, c'est de pouvoir vous partager un peu nos ressentis. Nos ressentis sur le métier de la finance à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc si ça vous va, on va rapidement se présenter avec Laura, présenter un peu aussi le contexte de Laura Merlin, DataBird, ce qu'on fait, et ensuite d'expliquer un petit peu sur la finance, d'où on vient. C'est vrai que quand on était aux études, bon, on parlait, enfin, et on voyait beaucoup Excel. Ensuite, il y a eu, et ça a été assez vite, hein, SQL que moi j'ai pas quasi pas vu en école de commerce et Power BI que j'ai pas du tout vu. Et là, on est déjà sur du text to SQL, enfin pour les plus avancés et ou de l'IA agentique. Et du coup, on a vu qu'en 5 ans, en fait, ça s'est hyper fort métamorphosé. Et du coup, l'objectif, c'est de pouvoir discuter de ça ensemble et de pouvoir vous amener effectivement plus de contexte là-dessus. Mais encore une fois, si vous avez d'autres attentes, n'hésitez pas à nous le dire. Est-ce que tu veux présenter le... Sinon, on peut faire pour moi, on n'est pas spécialement obligé d'avoir un support visuel, alors je te laisse choisir. Comme tu préfères, de mon côté. Non, mais c'est bon, fonctionnant comme ça, c'est plus sympa. Comme ça, on peut Ok. faire... Enfin, comme tu souhaites. Sinon, et on peut se faire ça de manière assez interactive aussi. Et oui, effectivement, les participants, là, on a une trentaine connectés. N'hésitez vraiment pas à réagir. Nous, ça nous intéresse énormément d'avoir votre ressenti, puisque c'est toujours plus compliqué de parler derrière un écran si on n'a pas d'interaction. C'est moins agréable pour nous aussi. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous envoyer des messages. Mais du coup, super, Julien, sur le contrôle de gestion, l'impact de l'IA sur les pratiques finance dans une approche proactive. Je pense qu'on pourra en parler. Je te laisse la parole, Laura, peut-être présenter un peu Laura Merlin. Oui, carrément, avec plaisir. Donc moi, c'est Laura Walfley. Je suis directrice performance digital data chez Leroy Merlin France. J'ai un parcours d'une quinzaine d'années en tant que directrice financière, responsable du contrôle de gestion. Et depuis maintenant quelques années, pas mal dans les sujets de la data et de la création de valeur autour de la data. Et donc, mon enjeu, notre enjeu chez Leroy Merlin, c'est d'accompagner la transformation des métiers de la finance et de la performance euh, par la data, avec la data. Nos business models bougent, on a de plus en plus de data au quotidien. Et donc, on a un enjeu à former nos équipes, à les accompagner et à leur mettre les bons outils pour aller chercher la création de valeur. Et donc, on travaille avec DataBird pour ça au quotidien. Super, bah écoute, ouais, merci d'être présente aussi aujourd'hui. Bah, nous, pour ceux qui nous connaissent ou ceux qui nous connaissent pas, DataBird, donc on fait de la formation en data et en IA, on a plus de 5 ans, enfin 5 ans et demi. On a commencé sur des formations en data analyse. En gros, c'était le postulat, c'était de se dire, je parlais d'une école de commerce, mais moi j'ai un double parcours commerce ingé, c'est de comment on est capable d'amener des compétences techniques à des profils plus business, commerciaux, qui ont moins l'habitude, donc un peu par opposition à l'ingénieur, si je tire le trait même si la frontière n'est pas toujours très, enfin, stricte. Et c'est comment on apporte des compétences plus techniques qui aujourd'hui deviennent, on peut se le dire aussi, de moins en moins techniques. Enfin, je veux dire, il y a des interfaces qui sont de plus en plus facilement utilisables. C'est pas pour autant qu'il faut ne pas comprendre ce qui se passe derrière. Mais par contre, c'est effectivement, ça touche de plus en plus du grand public. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler aussi. Mais nous, on l'a vu avec DataBird. On commençait il y a 5 ans et demi, on faisait beaucoup, beaucoup de SQL, du Python aussi. Et là, on voit aussi qu'on a de plus en plus de demandes sur de l'IA générative, sur plutôt requêtage de chatbot, enfin requêtage, le mot est fort, mais utilisation de chatbot.
euh, pour justement utiliser et maîtriser la donnée. Euh, et du coup, bah, nous, effectivement, si je donne quelques chiffres sur Databird, hein, on a formé plus de 6000 apprenants, on a un assez bon NPS sur ça. Et on a une philosophie un peu de se dire, on fait que de la formation, on est là pour accompagner les gens dans leur niveau de journée ou qui montent en compétences sur ces technologies-là. Donc voilà un peu, je sais pas si vous avez des questions sur Databird de Laura Merlin, ou je sais pas si Laura, tu veux donner quelques chiffres aussi sur Laura Merlin. Eh Sur la- ben, Leroy Merlin, pour ceux qui ne connaissent pas notre enseigne, donc on est leader du do-it-yourself, donc de la grande distribution autour du bricolage et de l'habitat en France. Leroy Merlin, c'est 10 milliards de chiffre d'affaires, c'est 28 000 collaborateurs, c'est 145 magasins. Mais c'est pas que ça, c'est aussi un site de e-commerce, une marketplace, tout un système logistique et de grosses ambitions sur notre création de valeur, sur la performance de nos business models, mais pas que les business models financiers, puisque ben, dans le métier du financier aujourd'hui, on parle aussi de création de valeur extra-financière. Donc on a des enjeux autour de la décarbonation, on a des enjeux autour de la productivité, on a des enjeux autour de la maîtrise bah, finalement de nos stocks. Voilà, beaucoup, beaucoup d'enjeux autour de notre métier de retailer. Et donc voilà, la data nous aide au quotidien, nous, à la performance pour éclairer les décisions et emmener l'entreprise vers un plan stratégique le plus chiffré possible. Du coup, je pense que c'est assez pertinent. Ça nous permet de. Non, l'objectif, c'est qu'on discute, je pense, une vingtaine de minutes et en fonction des questions-réponses, ça pourrait durer plus ou moins longtemps. Sachant qu'on avait prévu 1 heure, mais s'il y a moins de questions, on sera peut-être un peu plus rapide. Mais me permet, tu disais, Laura, se reprendre des décisions éclairées, prendre des bonnes décisions. Comment toi, tu as vécu un peu par rapport même toi, à titre personnel, tu vois, sur ton chemin de carrière, ce côté un peu passage de Excel vers un peu plus de Power BI, de BigQuery. Moi, ça m'intéresse d'avoir ton ressenti quoi. En fait, le chemin s'est fait quand même. Nos métiers se sont transformés depuis maintenant 20 ans, hein. Moi, je suis rentrée sur le marché du travail en 2009, alors chez Decathlon, une autre enseigne du Nord. Bien connu. Et le constat, c'était à l'époque que ben, finalement, le métier de financier était très orienté régalien, compte d'exploitation, maîtrise de la comptabilité, maîtrise des enjeux fiscaux, de clôture, de forecast. Et petit à petit, on a commencé à voir apparaître ces notions de pilotage de la performance, de business partner, comment on accompagne, comment on éclaire les décisions. Donc je pense que le premier chemin de transformation s'est fait aussi sur bah, comment on passe d'un métier finalement très compta analytique à un métier de pilotage et de contrôle de gestion. Ensuite, ce que j'ai pu apercevoir, c'est que finalement, bah, la data est arrivée quand même assez rapidement au cœur. On a été très vite limité dans les questions qu'on peut nous poser, les métiers du quotidien, que ce soit chez Decathlon, mais dans tout finalement les entreprises que j'ai pu côtoyer, c'est qu'on a besoin de comprendre, on a besoin de comprendre en vision client, on a besoin de comprendre l'efficience de l'offre, on a besoin de piloter notre marge, on a besoin de piloter nos stocks, et tout ça, bah, finalement, on a commencé à sortir du compte d'exploitation. Et donc, pour sortir du compte d'exploitation, je ne vais pas parler que d'outils, parce que oui, effectivement, il y a les EPM, il y a de l'Excel, mais finalement, le métier de la performance, il est 360 et il est vraiment là pour bah, accompagner nos métiers, à la fois pour comprendre l'histoire de l'entreprise et ce qui s'est passé, mais aussi pour projeter l'avenir. On a vu aussi une révolution, en tout cas, qu'on vit encore beaucoup, sûrement vous également dans vos entreprises, c'est on passait beaucoup, beaucoup de temps à budgéter, des process budgétaires très, très longs, pour les valider, pour ensuite les suivre. Là, on se rend compte que de plus en plus d'entreprises arrêtent leur process budgétaire pour être plutôt sur du rolling forecast. Donc, comment je pilote finalement en 12 mois glissants, en 24 mois glissants, mon entreprise, comment j'anticipe. Et donc pour ça, le constat, il a été assez simple, c'est de se dire, avec notre métier historique, avec les outils qu'on a à notre main, on ne sera pas en capacité de répondre aux enjeux de demain. Et d'être suffisamment agile aussi et réactif pour mettre les bons investissements aux bons endroits. Et donc, le premier constat, en tout cas, qu'on a fait, bah, moi j'ai posé chez Leroy Merlin, mais que j'ai fait dans mes précédentes entreprises, c'est que le métier de contrôleur de gestion, bah, il doit évoluer aussi sur bah, la maîtrise de la donnée. La maîtrise de la donnée, c'est comprendre ce qu'il y a dedans, comprendre ses règles de gestion, mais c'est également être autonome pour bah, finalement rentrer dans cette donnée, rentrer dans cette granularité. 2018-2019, c'est l'émergence de la big data. On commence à avoir beaucoup d'outils qui se déversent
dans BigQuery. Alors, c'est l'outil qu'on utilise chez Leroy Merlin France, mais il en existe plein d'autres. Donc, comment finalement on arrive à maîtriser, à contrôler, à comprendre ce volume de données qui ne fait que grossir. Et donc, ben, le langage SQL est apparu comme une évidence sur si demain tu souhaites, en tant que contrôleur de gestion, en tant que financier, être en maîtrise de tes bases de données, de tes compréhensions, de tes analyses, il va falloir rentrer en granularité. Moi, je suis comme toi, Alexandre. Je suis un profil d'école de commerce. J'ai appris de l'Excel, du VBA, mais j'ai jamais appris ces technologies-là. Ce qui n'est pas le cas des jeunes sortants d'études, et tant mieux pour eux. Et donc, ben, le chemin de transfo, on l'a posé comme ça. On s'est dit, bon, bah, comment on trouve un partenaire pour accompagner, c'est pas de la reconversion, mais c'est plutôt de l'upskilling, comment on vient amplifier, comment on vient donner des super pouvoirs à nos contrôleurs de gestion pour être autonomes finalement dans l'analyse de leurs données. Donc on les a formés au SQL. On s'est quand même rendu compte que effectivement le SQL, un langage qui peut être assez technique, assez complexe. Et donc, bah, on a commencé à se tourner vers bah, des techniques plus simples de consommation de données. Et c'est là qu'on est arrivé sur du Power BI, donc des reporting. Et bah, le travers des reporting, c'est que bah, on a commencé à en faire plein pour pouvoir exposer cette donnée. Et on s'est retrouvé avec beaucoup, beaucoup de reporting dans l'entreprise. Fort de ça, nos métiers, nos magasins, on se disent, mais attendez, on a trop de reporting, on a trop de data, on a trop de KPI, on n'arrive pas à les maîtriser. Donc, on est revenu sur une essentialisation de ces reporting en disant, bon, bah, chaque collaborateur d'entreprise a un métier, a une responsabilité avec des KPI associés. On est venu retravailler cette gouvernance de la donnée. Et puis là, bah, depuis 2 ans, on le voit, il y a l'émergence de la générative IA, comment on rend plus accessible finalement cette data et ces analyses. Et là, la marche pour atteindre le SQL et le Python était quand même costaud quand on n'a pas cette double casquette à la fois informatique et à la fois métier. Et donc, on se tourne vers le texte ou SQL. Comment je suis capable demain de prompter, donc de finalement de poser des questions en langage naturel, des questions basiques que je peux avoir du quotidien sur mes bases de données pour en sortir des requêtes SQL automatiques, mais que je suis quand même capable de challenger en tant que contrôleur de gestion. Si le chiffre que me sort cette requête, ce prompt, me paraît hallucinant, je suis capable de challenger la requête. Donc pour nous, le chemin, on va dire, de former les gens au SQL, à la compréhension du SQL était quand même importante, sans en faire des data analysts, sans en faire des data scientists. Donc ça, c'est la première marche. La deuxième marche qu'on est en train d'essayer finalement de poser, bah, c'est l'agentique, l'IA agentique. Comment on vient automatiser nos processus? On fait tous le même job, que ce soit au sein de Leroy Merlin, mais dans d'autres boîtes. Le matin, on arrive le lundi matin, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde les chiffres. On sort les chiffres pour le comité de direction. On sort les chiffres pour nos opérationnels. Tout le monde à son niveau. Et donc finalement, bah, ces tâches-là, maintenant qu'on est en maîtrise de ces tâches, comment on les automatise un maximum pour se concentrer sur peut-être plus d'analyse. Donc nous, aujourd'hui, ce chemin de transformation de notre métier, on l'a plutôt vu comme comment je facilite, comment je rends autonome et comment peut-être je délaisse des tâches plus récurrentes, je les automatise, mais en gardant la main dessus pour me concentrer sur l'analyse de demain et anticiper un maximum bah, ce qui peut arriver au sein d'une entreprise, qui peuvent être une hausse des matières premières, une problématique de stock, un magasin qui se retrouve fermé du jour au lendemain pour un contexte climatique, etc., etc. Tous ces use cases-là, on est plus capable de passer du temps sur l'avenir et un petit peu moins de temps sur le passé. Ok, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que quand on entend l'histoire un peu ouais, du métier ou ce que tu as pu chez Leroy Merlin, c'est que on avait pas le reporting. Ensuite, on s'est dit, OK, on va améliorer le reporting avec du rolling forecast, qu'on va essayer d'être de plus en plus fin. Ensuite, on s'est dit, OK, bah, comment on a encore plus de chiffres, plus de reporting, plus de KPI. Donc, en fait, tout a un peu germé partout. Ensuite, c'est ce qu'on voit aussi, nous, chez pas mal de partenaires. C'est-à-dire, en fait, on avait trop, et du coup, trop de KPI, tue le KPI, on sait plus quoi regarder, parce qu'en fait, on doit regarder 1000 trucs différents, donc il n'y a plus de direction, on part dans tous les sens. Donc, on réduit, on dit, OK, on garde quelques KPI intéressants. Là, maintenant, vous avez un peu le côté reporting en temps réel, enfin, si je peux dire ça comme ça, mais qui marche bien. Et du coup, l'objectif, c'est de se dire, en fait, il faut que cette barrière technique-là, elle tombe un peu avec l'IA générative. Et en plus de ça, tout ce qu'on sait déjà faire, on veut l'automatiser pour passer plus de temps à conclure, entre guillemets, qu'à faire l'analyse, quoi. Donc, non, mais c'est intéressant. Et toi, tu vois des résultats un petit peu sur justement le texte SQL aujourd'hui que vous avez commencé à utiliser, enfin, entre fantasme et réalité.
Je suis bien Alors, accueilli. beaucoup de fantasmes, c'est sûr. Oui. En fait, ça évolue tellement. On a fait des tests il y a un an, c'était complètement hallucinatoire. On avait du mal à recalculer un chiffre d'affaires, on avait du mal à recalculer un panier moyen. Bon, voilà, des indicateurs qui sont vraiment des basiques chez nous. Et donc, on a vite compris aussi que notre problématique, elle était dans la bonne compréhension des bases de données et la qualité de la donnée. Donc, on s'est plutôt reconcentré sur ça. Et moi, si c'est vraiment les investissements principaux qu'on fait, en tout cas à la direction de performance de Laurent Merlin France, c'est d'investir déjà sur les hommes et les femmes qui analysent ces données, leur bonne compréhension, et analyser et mettre beaucoup d'investissements aussi sur les bases de données. La qualité des bases de données, la capacité d'un LLM à aller finalement comprendre la règle de gestion derrière. Donc c'est beaucoup de documentation. En fait, il n'y a aucun processus d'entreprise qui ne fonctionne si on n'a pas une qualité de données exceptionnelle, et notamment dans nos métiers. Nous, on n'est pas sur du probabilisme, on n'est pas comme en marketing, sur des moteurs de recommandation sur Internet, où on se dit que si c'est pas le bon produit qui est exposé ou si c'est pas la bonne newsletter qui est envoyée au CRM, c'est pas très grave. En finance, on doit être fiable, on doit être juste, on est audité pour ça, et donc on peut pas se permettre de laisser la machine partir seule. Donc nous, c'est vrai que c'est plutôt sur ces enjeux-là qu'on s'est posé et on revient sur du texte ou SQL. On commence à sortir des choses intéressantes, mais qui restent basiques. C'est de l'automation. On voit plutôt notre métier aujourd'hui, l'IA, nous aider pour automatiser des choses, nous sortir des chiffres de façon, on va dire, fiabilisée. De l'alerting, beaucoup d'alerting dans les processus. Attention sur ce magasin, le geste métier du stock n'est pas le bon. On a trop de reflux en stock, par exemple. Et là, on va venir creuser pourquoi. On n'arrive pas encore, en tout cas, ça hallucine beaucoup trop aujourd'hui, de se dire, tiens, le lundi matin, j'arrive à 9 heures. Ma business review de la semaine précédente, elle est sortie en automatique, j'ai plus qu'à l'envoyer. Ça, on n'en est pas là. Et je pense qu'on va mettre encore un petit peu de temps et que l'intelligence de la performance est encore vraiment nécessaire dans notre métier, en tout cas. Et justement, il y a une question d'Hervé qui, je fais un parallèle, tu parlais de travailler sur la qualité de la qualité de la donnée qui va entraîner ton LLM, qui va justement pouvoir être encore meilleur dans la réponse. Et comment vous travaillez sur cette qualité de données? Tu parlais d'investissement, enfin, juste comprendre un peu les chantiers, je sais pas si tu as de la visibilité là-dessus. Eh ben, on travaille beaucoup nos socles de données. Donc, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir du chiffre d'affaires, cette façon de calculer le chiffre d'affaires, on n'en a plus qu'un. Donc, on a plutôt investi sur la documentation, les règles de gestion. Ça prend du temps, c'est pas le plus fun dans notre métier, mais c'est nécessaire. Donc, on a plutôt investi là-dessus. Et après, on a beaucoup industrialisé. Donc là, on est passé par nos équipes techniques, hein, DSI, pour industrialiser des bases de données qui nous paraissent être les bases de données les plus indispensables de l'entreprise et qui doivent être mises à disposition de tout le monde. C'est-à-dire qu'on a une base de données qui est un peu tamponnée performance en disant, bah voilà, dans cette base de données, on garantit que chaque matin, tu as le chiffre d'affaires, la marge, le stock et les 200 KPI. En fait, on a posé 200 KPI qui sont nos... Oui, alors ça fait beaucoup encore, mais j'en avais 5000 avant. 200 KPI qui sont les standards de l'entreprise et sur lesquels tout le monde peut aller finalement taper. Et on estime que la consommation de la data, qu'elle soit dans Power BI, dans du ChatGPT ou n'importe quel outil finalement d'exposition de la donnée, elle doit se faire sur un socle standardisé et accessible au plus grand nombre. Ok, oui, donc tu as pas mal de rationalisation et ouais, définition des règles de gouvernance qui a été fait. Et vous avez commencé ce sujet quand? Alors moi, personnellement, je suis arrivée il y a 2 ans chez Leroy Merlin. Donc Ouais. je l'ai commencé en arrivant, Ok. ce sujet-là, au sein de la direction de performance. Bien évidemment, les enjeux de gouvernance de la donnée ont commencé bien plus tôt, et notamment dans le cadre de notre groupe, qui est le groupe ADO, qui travaille des plateformes digitales, de la Hmm. réexposition de données, voilà, une gouvernance, on va dire, plus globale. Parce que il y a la gouvernance de Leroy Merlin France, mais il y a la gouvernance des autres BU de notre groupe, comme Weldom, Bricoman, etc. Et l'enjeu aussi, c'est de parler le même langage. Et donc ça, ce chantier-là, il a démarré il y a bien plus longtemps, il y a au moins 5 6 ans, sur une lecture de la performance transverse en BU. Comment on calcule un chiffre d'affaires entre Weldom et Leroy Merlin. Mais chez Leroy Merlin France, à la direction performance, c'est quelque chose qu'on a démarré il y a 2 ans. Ok. Et bien après, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un peu un travail de tous les jours, la qualité de la donnée. Enfin, tu peux pas te dire, tu peux avoir un grand chantier au début ad hoc, mais dans tous les cas, faut que tu bosses dessus tous les jours, quoi.
Bien sûr, oui, oui, et ça, on a des systèmes d'alerting, c'est un vrai combat du quotidien. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des outils qui sont suffisamment agiles, apaisés, des bases de données accessibles, pour justement que ça nous prenne le moins de temps possible et qu'on est capable de faire de l'amélioration continue. On est en amélioration continue et la qualité de la donnée, de toute façon, elle dépend beaucoup aussi des gestes métiers. Et donc en magasin, l'animation du geste métier qui va lui générer une donnée. Si ce geste métier n'est pas maîtrisé en Hmm. magasin, forcément, la donnée en sortie va être complexe. Et là, c'est un enjeu de toute l'entreprise. C'est plus qu'un enjeu de la performance. Ouais, carrément. Et du coup, là, tu as des enjeux de coaching, formation, enfin des enjeux un peu humains, de dire que le geste métier il doit être bon et du coup, bah, il faut aller de manière très granulaire, analyser les différents gestes métiers pour s'assurer qu'ils soient bons, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et effectivement, il y a une question aussi, on parlait de trop plein, c'est-à-dire, voilà, vous avez, enfin, il y a eu beaucoup de reporting qui ont été faits, et comment vous avez, je sais pas si tu sais s'il y a un événement, alors j'imagine que c'est une somme d'événements, mais ils t'ont dit, OK, bah, en fait, là, il y a trop de KPI, comment vous en êtes rendu compte, et comment vous dites, OK, en fait, il faut qu'on rationalise. Eh ben, tout simplement parce que quand on va en magasin, on nous dit Laura, je sais plus où donner de la tête. Il y en OK? a partout, il y a des dashboards partout, il y a du Data Studio, il y a du Power BI. Alors je reviens sur la notion d'outil, mais en Ouais. fait la perception utilisateur, elle est là-dessus. Donc on avait un patrimoine colossal, hérité aussi de la période Covid, où il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de business models qui se sont transformés. Il a fallu sortir la donnée très rapidement et donc pas industrialisé, pas de façon qualitative, des Excel, des sheets envoyés partout, etc. Donc bah, il a fallu faire un inventaire, poser une gouvernance de diffusion de la donnée également, essentialiser. Bon ben, on est parti à un truc très pragmatique. Tous les comités de direction du magasin, ils ont un cockpit qui s'appelle le cockpit comité de direction du magasin avec 200 KPI mis à leur disposition. On leur a dit maintenant ça, la source de vérité, elle est là. Donc tout le reste, on décommissionne. Et donc c'est un travail de décommissionnement. C'est pas terminé. On a encore du décommissionnement à faire, mais on y arrive et on a essentialisé, rationalisé, harmonisé. On s'est assuré qu'il y avait une vraie adoption des outils, parce que c'est bien de pousser un reporting, mais tout le monde n'est pas en capacité de le recevoir. On a posé des indicateurs très pragmatiques du type un responsable de rayon ne doit pas passer plus d'une demi-heure par jour à analyser de la donnée. Donc on a reposé aussi ces éléments-là d'analyse. Et une fois qu'on a posé ça, ben voilà, on a déployé. On est encore en cours, c'est un long chemin, mais voilà, on y arrive. Et en parallèle de ça, on a industrialisé des bases de données pour justement permettre d'avoir une source de vérité consommable à plusieurs à plusieurs endroits de l'entreprise. Ok, hyper intéressant. Et ça, technologiquement, il y a une question sur la qualité de la donnée. Enfin, il y a des outils que tu utilises un peu pour enfin, là, ça fait assez outillage, mais sur la qualité de la donnée. Oui, il y a toute une gouvernance de la Ouais, donnée, il y a des sondes techniques. Alors là, je rentre pas dans la technicité ouais, pure, mais parce que on va prendre un processus, il y a une donnée. Alors moi, je suis très ouais. vigilante à la donnée de chiffre d'affaires, de stock. Bon voilà, il y a des données sur lesquelles on va être très exigeant. À 8 heures du matin, elle doit être nickel. Les remontées de caisse, etc. Il y a des données sur lesquelles on va moins mettre d'exigence. En tout cas, on va pouvoir se permettre opérationnellement d'attendre 2 3 jours avant qu'elle remonte. Et donc, oui, il y a des contrôles d'intégrité qui sont faits. Il y a des sondes techniques, hein, c'est-à-dire que, bon, j'ai la chance de travailler dans un grand groupe hein, où il y a beaucoup d'informaticiens aussi qui contrôlent ça, des systèmes d'alert-team, des systèmes de testing. On a une direction qualité aussi. Donc, on investit beaucoup sur ces sujets-là et sur les sujets principalement opérationnels. Et tu vois, on parlait d'activation de la donnée, enfin, pardon, comment rendre la donnée activable et utilisable dans un contexte métier. Tu vois, on disait, tiens, il y a des requêtages SQL, il y a des dashboards Power BI. Aujourd'hui, on essaye aussi de faire un peu du texte SQL en disant ce qui est un peu finalement une forme de requête SQL, mais avec une couche d'abstraction supplémentaire. Il y a d'autres exemples d'activation de la donnée sur en fait la donnée dans l'utilisation de la donnée en tant que telle. Donc, soit analyse ad hoc, soit dashboarding, soit, je sais pas moi, mise à disposition sur des API de prédiction enfin, ou des choses comme ça. Ah, bah ça, on en a, la donnée, on en a partout. Nous, Ok, on travaille aussi ce qu'on appelle de la data in product. Donc, ok, en fait, chaque produit digital, on en a beaucoup, hein. Il y a une application pour la gestion des stocks, il y a une application pour l'encaissement. Chaque produit digital doit contenir finalement sa donnée analytique et doit être ouais. exposé en tant que tel.
Après, un autre usage qu'on travaille beaucoup aujourd'hui, c'est vraiment le changement de paradigme qu'on est en train de poser. C'est ce qu'on appelle de la data in product. Donc, j'expose ma data dans mon produit digital. Par exemple, si on a un EPM, pour revenir plutôt au métier de la finance, bon, bah, Ouais. c'est bien le produit digital qui expose de la donnée sous un format de compte d'exploitation. On parle bien de data in product. Et après, c'est comment cette data, elle est remise dans le pot commun. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est par exemple un KPI opérationnel, comment elle va venir influer sur mon KPI de résultat de compte d'exploitation. C'est ça l'enjeu. En tout cas, la performance, c'est comme ça qu'on vient travailler. Et donc, on demande non seulement à ce que cette data soit exposée dans ces outils, dans les outils digitaux, mais surtout qu'elle soit apaisée et déversée dans Google Cloud Platform, notre outil de big data. Donc, en fait, toute donnée qui est produite par un outil digital, quel qu'il soit métier, doit également être déversée dans BigQuery et Ok. structurée pour être Oui. consommée par ailleurs. T'as un peu ce côté reverse ETL où c'est-à-dire, enfin, l'outil se nourrit et la base de données se nourrit de l'outil et l'outil se nourrit de la base de données, quoi. Voilà. Et quand on choisit un outil informatique, peu importe quel qu'il soit, les notes de frais, peu importe lequel, c'est très important, dès le départ du projet, de se dire à quel point je suis capable de récupérer ma donnée. Je suis capable de l'exploiter. Il ne faut pas que la donnée soit produite par l'outil digital sans être redéversée quelque part. Sinon, on ne pourra plus l'exploiter. Il faudra faire des exports Excel, des Hmm. CSV, des machins. Tout doit être apaisable. Une fois qu'on a tout dans notre base de données Big Data et qu'elle est bien rangée, bien structurée, là, on peut la réexposer sous plein de formats. Tu parlais de Power BI, on peut faire de la Self BI. Nous, on est en train d'essayer, effectivement, le rêve, c'est demain de parler de Talk to Data. Donc, c'est comment j'ai un Google, j'ai un front avec une ligne et où je parle à ma data. Et où je dis, bah voilà, bonjour, quel est mon top 3 produits vendus sur tel magasin ces derniers mois. Et pour faire ça, il faut qu'on passe par ce chemin de transformation. Donc les infrastructures initiales, l'apaisation des produits digitaux, la mise à disposition de la data dans un data lake énorme, la structuration de la donnée, la réexposition de la donnée et ensuite sa qualité. Ouais, carrément. Et le fait aussi d'être enfin, d'être capable en tant que contrôleur de gestion ou travailleur à la performance de challenger l'algo aussi selon la requête enfin, qui a été ensuite. Enfin, tu peux dire en vrai, tu à 90% ou je sais pas quel taux de réussite tu vas avoir, mais d'être capable aussi de dire, OK, ça peut halluciner, quoi, et de connaître les limites du modèle, quoi. Tout Enfin, à ça, c'est fait. sur le volet humain, quoi. Tout à fait. Et après, là, on est juste sur la réexposition de la donnée, donc comment je consomme des KPI ou des données opérationnelles. Et après, il y a toute la partie algorithmique que tu mentionnes. Le Graal pour un financier, c'est de faire de la prédiction de CA, c'est de faire de la prédiction de stock. C'est très compliqué d'en faire, hein, donc tout ce qui est gestion, maîtrise du SNOP. Et donc ça, on pose aussi des algorithmes, des éléments avec des règles de gestion, mais ce travail de qualité de la donnée est indispensable avant de le faire. Parce que nous, l'IA, on veut aussi l'utiliser dans tout ce qui est automatisation des processus, alerting, et finalement gagner en productivité. Mais quand on dit gagner en productivité, c'est réallouer des heures en face du client, en face du collaborateur, pour travailler plutôt l'avenir et un peu moins pour comprendre le passé. Ok. Et quand tu disais talk to your data, enfin, dans cette logique de dire, tu as une search bar un peu comme Google, tu parles, et un peu comme vraiment un assistant qui te permet de répondre à tes questions. Le buzzword un peu IA agentique, comment tu le vois dans ce contexte-là? Tu disais effectivement ça permet de réaliser des tâches, c'est un sujet qui est connexe, annexe, qui est inclus dans ce talk to your data. Enfin, comment tu le structurerais? Alors aujourd'hui, on l'a structuré plutôt en test, hein, pour nous, c'est de la R&D. Comment on a structuré? Déjà, on a acculturé l'entreprise et on a acculturé la direction performance. Les contrôleurs de gestion, l'IA, ils voient ça comme un truc un peu est-ce que ça va me remplacer? Est-ce que ça marche vraiment? Et donc, on est vraiment venu poser les irritants. Qu'est-ce qui vous fait peur dans l'IA? Et en fait, la première crainte des contrôleurs de gestion, c'était que la donnée soit fausse, que les chiffres qu'on me sorte, j'y crois pas. Donc, bah, c'est super parce que ça veut dire que déjà, ils ont envie de l'utiliser, mais par contre, ils ont pas confiance. Donc, on se dit qu'on est sur le bon chemin d'acculturation aussi, de se dire, travailler ta qualité de la donnée, l'industrialiser, ça va te permettre demain de gagner en efficacité. Donc, comme on a fait très pragmatiquement, bah, déjà, on a fait de l'acculturation sur la data, sur l'IA, formation SQL. On continue avec des programmes de prompt engineering. On a ouvert
Gemini Pro, donc c'est dans la suite Google. On a un partenariat avec Gemini, on l'a ouvert à toute la direction performance en disant bah voilà, commencez de votre côté à tester des choses, à faire des comptes rendus, à faire des petites analyses simples, etc. On fait des groupes de travail par use case et on avance comme ça. Et quand il y en a un qui a trouvé on va dire quelque chose qui tient la route, on va creuser en disant, bah tiens, c'est peut-être un agent IA de demain, un petit agent IA, quelque chose de très simple, un GPT, un James, comme on dit chez Gemini. Et là, si on estime que bah, ça vaut le coup de le partager aux autres, et ben on l'industrialise et on le met à disposition dans notre bibliothèque de James. On est au début de cette démarche-là, parce que je pense qu'il y a vraiment un champ d'accompagnement et d'acculturation d'abord à faire, et une prise en main. Et en fait, ce programme de transformation IA, on va le scinder en trois programmes. Premier programme, acculturation et gain au quotidien, prendre des comptes rendus, synthétiser des mails, Ouais, voilà. assez bureautique, quoi, finalement. Ouais. Ouais. Très bureautique, mais c'est la base. Ouais. Deuxième partie, les premiers usages dans notre métier. Et là, on en a identifié deux, trois. Automatisation du reporting du lundi matin, fiabilisation de la donnée, système d'alerting, prédiction de CA. Voilà, c'est des choses qui sont des basiques chez nous dans notre métier du quotidien qu'on fait avec Excel et qu'on fait souvent mieux avec Excel d'ailleurs pour l'instant, qu'on veut aller chercher. Troisième programme, c'est comment on va chercher les business models de demain grâce à l'IA et à la data. Et donc pour ça, il faut qu'on aille un cran plus loin, effectivement, mais on n'a pas ouvert ce chemin-là pour l'instant, ce qu'on appelle des détecteurs d'opportunités, parce que nous, à la performance, on doit aussi détecter des opportunités business, par exemple, ou des leviers d'efficience, ou des poches de frais à optimiser, ou des économies fiscales à aller chercher. Voilà, il y a plein, dans un compte d'exploitation, il y a plein d'opportunités, mais on n'en est pas encore à ce stade-là. Ok, hyper intéressant. Bah, c'est un peu les discussions qu'on avait pu avoir en amont, mais c'est-à-dire aussi avec Databird, enfin, c'est un peu les choses qu'on essaie de structurer nous aussi en interne, de dire, OK, l'IA, bah, ça fait 1 an et demi, 2 ans, mais c'est vrai que maintenant, ça fait vraiment, on sent qu'il y a un vrai potentiel d'industrialisation dans les boîtes. C'est plus que de la magie, il y a des gains à aller chercher, mais il faut le faire de manière aussi assez structurée, il faut embarquer les différents collaborateurs dans l'utilisation de ces logiciels-là et arriver aussi à segmenter l'utilisation, soit par le métier, soit par l'usage qu'on va en faire, quoi. Euh, je sais pas s'il y a des questions. Je pense qu'on a balayé pas mal de sujets, que ce soit effectivement le côté plus infra-tech, que ce soit le côté reporting et ou même l'utilisation de l'IA dans le quotidien. Euh, je sais pas si Laura, tu voulais aborder d'autres sujets, toi. Je voyais une question sur Power BI. Ouais. Alors, moi, j'ai pas de chapelle hein, sur les outils de data visualisation. Il en existe plein. Quand je suis arrivée chez Leroy Merlin, c'est l'outil qui avait été posé, choisi pour Leroy Merlin, c'est Microsoft. Ça ressemble un peu à du Excel. C'est quand même la marche technologique, elle est quand même assez forte puisqu'on est sur un langage qui s'appelle le DAX, voilà, qui est pas forcément accessible à tous, mais en tout cas, l'outil est très bien. Il y a Tableau Software que moi j'utilisais par exemple dans ma précédente entreprise, qui est très bien aussi, qui est un petit peu différent, qui est chez Salesforce. Et on peut tout simplement faire du Looker Data Studio aussi, qui marche bien. Voilà. Moi, j'ai pas de recommandation. C'est vrai qu'en termes d'accessibilité technique, Looker est le plus simple, selon moi. Je sais pas ce que tu en penses, Alexandre, mais dans une entreprise Ouais. qui serait peut-être moins grosse que le Roi Merlin, moins industrielle, je conseillerais plutôt de commencer sur Looker, mais en étant très vigilant sur la gouvernance. Parce qu'une fois que c'est partagé, voilà, c'est comme les fichiers Excel. Il peut y en avoir dans tous les sens. Donc c'est bien maîtriser sa diffusion de la donnée. Ouais, bah pareil, tu vois, chez nous, chez Databurn, on a commencé par utiliser du Looker Data Studio qui est le plus simple. Mais c'est vrai assez vite, quand on aime bien Excel, on sent les limites un peu et on se retrouve un peu bridé selon le modèle de données qui est sous-jacent. Et la qualité, enfin, Looker, ça permet pas trop de nettoyer les données. Par exemple, Power BI, avec du DAX, on peut un peu plus nettoyer les données dans l'outil directement sans passer par du SQL, quoi. Mm. Donc c'est vrai que ça a des limites, enfin, il y a des pros and cons, quoi. Sur la question si on utilise SAP pour la compta, non, nous on est chez Oracle. On est chez l'autre. Mais voilà, globalement, que ce soit SAP, Oracle, ils ont tous commencé à vraiment s'emparer du sujet. Après, on va pas se le cacher dans notre métier. euh, les grands éditeurs mondiaux comme Oracle et SAP sont plutôt en retard sur l'IA.
Nous, on n'arrête pas de les challenger sur comment vous nous aidez à faire de la prévision, comment vous nous aidez à faire du rolling forecast, etc. Il y a des petites structures qui existent. Voilà. Si j'étais dans une plus petite boîte et que j'avais le choix des outils, je partirais plutôt sur des outils comme Pigment. Parce que je trouve qu'ils sont très très bah déjà c'est une boîte française, c'est une licorne française et je trouve qu'ils sont très très agiles. Voilà, c'est plutôt la finance d'aujourd'hui et de demain. Voilà. Après, j'ai pas de doute sur le fait qu'SAP et Oracle se mettent rattrapent vite le chemin, mais ils sont plutôt en retard sur ces sujets-là. Donc nous, on est un petit peu en retard sur l'IA dans la partie compte d'exploitation européenne. Une question sur les fiabilisations, fiabiliser les prédictions de chiffre d'affaires. Je sais pas si tu veux expliquer un peu. Les prévisions de chiffre d'affaires, bon, ça c'est un vrai enjeu. Comment on fiabilise? Aujourd'hui, on n'est pas très fiable en prévision de chiffre d'affaires. En fait, la meilleure fiabilité qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un leader performance par magasin, qui en général connaît vachement bien son magasin et qui fait ses propres prévisions, son propre forecast. Et quand on remonte ça en consolidation, on est souvent plus proche de la réalité que les algos qu'on peut poser. Donc, comment on fiabilise? Ben, on vient le confronter à la réalité, tout simplement. Et on vient regarder, on vient discriminer les magasins, on est le plus en écart pour essayer de comprendre. Et en fait, on se rend compte que plus un magasin est dans le standard, nous, on n'a pas un modèle, on a 145 magasins qui ont le même business model. Donc, c'est très compliqué de fiabiliser ça. Par contre, une entreprise qui a vraiment un standard, c'est beaucoup plus simple. Et donc, voilà comment on vient le fiabiliser, c'est qu'on prend le standard et tous ceux qui sont à l'écart au standard, on vient essayer de comprendre pourquoi on est à l'écart. En général, ça s'explique beaucoup par de la donnée externe. Le magasin était fermé le samedi pour X raisons, on l'avait pas anticipé, il y avait les 24 heures du Mans, bon voilà, on dit bah tiens c'est bizarre, le magasin ils monte pas de chiffre d'affaires, ah bah l'eau le magasin, voilà. Bon, et en fait ça c'est pareil, c'est de l'amélioration continue. Tout ce qui est algo de prévision, c'est que de l'amélioration continue, et c'est venir injecter des données, tester et fiabiliser, mais on ne sera jamais 100% fiable. On Ok. aura toujours deux trois points d'écart. Il y a une question aussi assez intéressante sur le lien sur toi les embauches que tu peux voir dans tes équipes avec l'IA. C'est-à-dire, enfin, comment ça impacte les métiers de la finance? Est-ce que toi, tu vois un différentiel, enfin, à la fois dans les compétences et à la fois dans les besoins, quoi? Alors. Oui, forcément. Nous, on est plutôt parti du principe chez Leroy Merlin qu'on va accompagner tous les collaborateurs, peu importe s'ils viennent d'arriver ou pas dans l'entreprise, sur ce chemin de transfo. Forcément, en fonction des expériences de chacun, en fonction de l'historique de chacun, en fonction des outils déjà utilisés, etc. Chacun arrive avec son bagage. Nous, on n'a aucun prérequis, en tout cas technique pour recruter chez Leroy Merlin et sur n'importe quel job de la perf ou de la finance. Pour autant, c'est plutôt un enjeu d'attractivité chez nous. C'est-à-dire que quand on recrute quelqu'un et qu'on leur dit, bah voilà, tu as tous ces outils, tu as toute cette data, nous on accompagne, on fait des formations, etc. On sent que pour notre marque employeur, en tout cas sur la direction performance, ça fonctionne très très bien. Je sais pas comment ça se passe dans vos entreprises, mais c'est vrai que la finance, n'a pas le vent en poupe, en tout cas dans les recrutements des dernières années. On constate quand même que, en tout cas auprès de nos jeunes diplômés, euh, on a quand même plutôt une préférence sur les startups, une préférence sur le conseil. Alors qu'il y a 15 ans, moi, quand je suis arrivée sur le marché du travail, la finance, c'était un petit peu la filière d'excellence, notamment grâce à l'audit. C'est plus le cas. Et même Ernst Young, Price, etc. Nous le remontent, hein, ils ont des grosses difficultés de recrutement. Donc, bah, nous, sur le recrutement, c'est plutôt perçu comme positif et innovant. Bon, ben. Et je pense qu'on va terminer. D'ailleurs, je vais mettre un lien de prise de rendez-vous si jamais vous voulez continuer à discuter avec moi. Mais sur lesquels d'IA, un peu plus automatisation, tu as des exemples un peu enfin, grand public, mais qui parleraient à tout le monde en disant, OK, en finance compta, les automatisations que vous avez déjà pu mettre en place, très parlant. Alors, depuis 5-6 ans, on a fait beaucoup d'automation, donc c'est de la robotisation de processus. C'est des petits irritants. En fait, on va en magasin et on a énormément de remontées d'irritants. Et les cas d'usage principaux qui ont été posés, ce sont des robots au sein de la comptabilité. Donc, c'est comment on passe d'un geste métier de la comptabilité à un autre, et surtout en magasin.
puisqu'en magasin, on avait encore beaucoup d'administratifs. Et donc, on est venu poser de l'automatisation de tâches et notamment d'outils qui se parlent entre eux. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'outils. J'avais un artisan, le fait de faire un acompte, puis de gérer la partie facturation, l'envoi de la facture. Donc ça, c'est des mini-processus, mais qui font gagner des petites heures à droite à gauche et qui à la fin font beaucoup. Le sujet qui va arriver où on va parler vraiment d'IA agentique, donc d'agents IA, etc. Eh ben, il y a eu des interviews qui ont été faites en magasin. Il y a à peu près 14 processus qui ont été identifiés, et notamment le processus de facturation des artisans. Et donc, pour ça, on travaille avec des entreprises comme Sopra ou avec UiPath, UiPath qui est une entreprise d'automation, hein, c'est leur métier, pour justement automatiser des processus. Donc en fait, les processus, ils sont écrits par des business process owners qui connaissent bien le processus, ils écrivent avec, voilà, ils font des cartos. Et ensuite, bah, l'IT s'occupe d'automatiser ces processus. Ok, trop bien. Bah écoute, je pense que on arrive doucement à la fin là. Ça fait bien 40 minutes qu'on est ensemble. J'ai remis un lien effectivement si vous souhaitez échanger avec moi dans le chat pour avoir plus de cas d'usage ou autre. N'hésitez pas. Euh, je sais pas si Laura, tu voulais encore dire quelque chose. Sinon, pour moi, on peut doucement terminer, hein. Non, ben, merci Alexandre Merci à toi, surtout. pour le webinaire. Et puis, bah, je reste à dispo sur LinkedIn s'il y a des questions. Moi, c'est un sujet qui me passionne, donc je suis toujours contente de pouvoir le partager. Trop bien, bah merci. Et puis belles avancées effectivement que vous avez pu avoir chez Laura Merlin. Enfin, nous, on travaille avec pas mal d'entreprises différentes. Ce que je te disais aussi, c'est que vous êtes quand même relativement avancé par rapport à d'autres structures. Tu disais effectivement, tu as la chance de travailler dans une grosse entreprise. Forcément, vous avez les moyens, mais parfois, vous avez moins l'agilité aussi. Là, ça se ressent un peu moins. Et effectivement, je pense que c'est une belle boîte aussi dans laquelle travailler. Parler d'investissement dans l'humain et la marque employeur. En tout cas, nous, on a des bons retours. Et c'est vrai qu'effectivement, si vous écoutez et vous hésitez, je pense que c'est aussi un bon partenaire pour vous pour continuer à apprendre au vu des sujets et de l'innovation que euh, vous avez déjà taclé. Et une dernière question sur l'acculturation. Comment vous acculturez une nouvelle tendance de l'IA en interne, en partenaire comme DataBird? Et Et ben, pour après, l'instant, on fait beaucoup d'ouverture. On fait intervenir un petit peu des spécialistes. Hier, on avait le directeur innovation de Emmaüs Connect. Un ancien avocat qui utilise l'IA au service des plus démunis. Et donc aujourd'hui, on est plutôt sur de l'ouverture et on est sur notre programme numéro un qui est bah, déjà de mettre à disposition un outil de générative IA généraliste standard. Il y a OpenIA, il y a Gemini, il y en a plein d'autres, il y a Claude. Et de laisser les collaborateurs aussi s'approprier, rentrer dans ces outils-là. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur ce type d'acculturation. Et demain, c'est comment prompter, apprendre à prompter, ce qui est vraiment un autre, une autre compétence, une nouvelle compétence qu'on doit tous acquérir. et je prends du coup cette question, je pense qu'elle est aussi intéressante côté DataBird, on n'a pas mal réfléchi et je pense qu'effectivement, tu vois, on en parlait, il y a plusieurs expériences, plusieurs moyens d'y arriver, tu as le côté inspirationnel, je pense que ce qui est fait aussi avec MIS Connect, c'est de se dire, voilà, on veut pouvoir aussi donner des qualités sur le marché, et d'inspirer, de motiver, et les côtés plus des expériences plus qui permettent de définir une stratégie et d'autres qui permettent de plus prendre en main des outils et ensuite de créer des champions qui peuvent, enfin de former des champions qui peuvent créer des agents IA plus techniquement parlant dans le métier. Donc, je pense qu'en fait, chaque accompagnement dépend aussi d'une maturité et d'un stade d'avancement dans l'utilisation de ces technologies. Tout Mais à n'hésite fait. pas, même chose, si je pense que c'était Julien, effectivement. Julien, si tu veux en discuter, avec grand plaisir aussi. Bah, écoutez, merci à tous d'avoir participé. On a eu une trentaine de participants tout du long, donc ils sont restés tout du long. Donc, c'est que, a priori, c'était intéressant et les messages montrent que c'était intéressant. Donc, encore un grand merci, Laura. Et puis, on vous souhaite à tous une bonne journée et un bon appétit, hein. Merci, au revoir. Merci à toi. Salut.